Bonsoir et bienvenue sur ce Facebook Live relayé sur la page ornom.fr et strasbourg.eu. Facebook Live organisé à l'initiative de l'Eurométropole de Strasbourg. Je vais avoir le plaisir de questionner dans quelques instants Robert Herman, président de l'Eurométropole, et le professeur Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg, qui préside également le comité scientifique local. Durant les 40 minutes à venir, nous ferons également l'écho de vos questions reçues sur strasbourg.eu et ornom.fr, des questions qui nous ont été adressées, que nous avons collectées et que nous pourrons poser à nos deux interlocuteurs. Bonsoir Robert Herman. Bonsoir. Vous êtes à l'origine, en tant que président de l'Eurométropole de Strasbourg, de ce cycle de 5 sessions Facebook Live. Tout d'abord, merci d'avoir sollicité Ornom. Ça nous touche beaucoup que vous ayez fait confiance pour l'animation et la mise en place de ces sessions. En quelques mots, dites-nous ce qui a présidé, en quelque sorte, à la mise sur pied de ces rendez-vous avec le grand public, dont la première est ce soir. Oui, nous sommes dans une période de la vie des gens totalement inédite, où nous sommes obligés de créer, inventer et faire en sorte qu'il puisse y avoir de la compréhension. Et je suis comme tout citoyen à regarder, écouter, essayer de comprendre. Et je me dis, à la place où je suis, que c'est extrêmement compliqué, que les informations sont très parcellaires, que nous n'avons pas le temps de nous installer dans la compréhension des choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que dans ces émissions, j'occuperai, pour ce qui me concerne, un temps extrêmement réduit. Ça va être le cas, puisque je ne vais pas tarder à me taire, pour laisser les experts s'exprimer, pour qu'ils aient le temps de s'exprimer, qu'ils aient le temps de reprendre les questions, qu'ils aient le temps d'essayer de nous éclairer. Nous avons besoin de mieux comprendre le processus, d'abord pour l'appréhender, ensuite pour mieux se protéger nous-mêmes. Faire en sorte que nous ne soyons pas nous-mêmes acteurs, vecteurs, je veux dire, de la propagation de la maladie. Et pour cela, je veux dire, différentes phases doivent être comprises. La rentrée scolaire, mais aussi, je veux dire, la rentrée économique, comment cela se passe dans les entreprises. Et en premier, Jean Sibilia, qui est pour nous une personnalité de premier plan, je veux dire, parce qu'il est ce que la science va nous permettre de faire, c'est-à-dire guérir de cela et sauver des vies d'abord, et puis éviter de tomber malade, et de trouver des solutions. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de lui céder la parole, le temps nécessaire des explications. Avant de donner la parole à Jean Sibilia, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez quel est le regard de l'élu que vous êtes sur cette crise sanitaire, et peut-être particulièrement sur... Tout simplement, je pense que les gens se posent une question, comment ça va évoluer? Et quelle est votre opinion là-dessus? Quel est votre regard? Quelle est votre opinion? Je crois qu'on est... D'abord, moi j'ai confiance dans l'avenir, j'ai une confiance incroyable dans l'homme et dans sa capacité, son intelligence à dépasser les événements. Celui-là est très grave, mais nous arriverons, je crois, à le dépasser. Nous faisons tout pour cela. Et pour les élus auxquels j'appartiens, je veux dire, la question, elle est comment est-ce que les gens, tous les gens, ont suffisamment à manger? Comment est-ce qu'ils vont se loger demain et d'ores et déjà aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils vont travailler? Comment est-ce qu'ils vont retravailler? Comment est-ce que notre économie va reprendre? À titre d'exemple, mais ça n'est pas le sujet, je veux dire, la métropole, sur les taxes et impôts, vient de perdre, là, sans rien faire, 32 millions d'euros à ce soir. Ça n'est donc pas anodin, au-delà de ce que l'État dépense. Et il nous faut donc répondre à ces questions d'urgence. Et derrière l'urgence, notre rôle, c'est de travailler à réinstaller une société heureuse, conviviale, je veux dire, qui offre de l'espoir aux gens et qui fasse que celle-ci, je veux dire, reprenne le mieux et le plus vite possible dans la sécurité sanitaire qui aujourd'hui s'impose. Alors je précise, M. Herman, que vous pouvez intervenir à tout moment dans le débat. C'est valable aussi pour vous, professeur, et c'est valable aussi pour nos internautes qui nous écoutent, parce que si nous avons collecté déjà des questions qui vont alimenter largement notre conversation, en live, par le système de Facebook Live, on peut poser des questions et elles seront sélectionnées, elles me parviendront sans problème. Et un mot aussi pour dire que Jean Sibilia, à travers sa personnalité et ce qu'il représente, cela pose aussi pour nous la question de l'hommage au personnel médical qui est au front tout le temps et qui aura sauvé tant de vies. C'est une évidence. Bonsoir, professeur Sibilia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, membre du conseil d'administration de l'Université de Strasbourg également, et vous présidez le comité scientifique local sur lequel s'appuient les élus, aussi bien de la ville que de l'Eurométropole, pour appréhender tous les aspects de cette crise sanitaire.
Alors on a évidemment beaucoup de thématiques à balayer avec vous ce soir. D'ailleurs le délai de 45 minutes ne suffira pas, nous le savons déjà. Nous allons essayer quand même de prendre tout le temps pour cela. La majeure partie des questions que nous avons collectées portent sur le dépistage et les masques, c'est une évidence bien entendu. Robert Herrmann et Catherine Trottmann ont fait un certain nombre de propositions pour cette stratégie de dépistage, parmi lesquelles la définition, notamment la définition des publics prioritaires, la mise à disposition des grands équipements pour le drive, pour se faire dépister avec la voiture, le stade de la Méno par exemple, le Zénith notamment, et puis la mise en quatorzaine évidemment des personnes testées positives. Précisez-nous tout cela, mais une des questions vraiment, qui est revenue le plus souvent dans les questions déjà posées par les internautes, c'est sur ces fameux tests. Ils sont deux, il y en a deux, le test PCR, le prélèvement de matière dans les fosses nasales avec l'immense bâtonnet qu'on a vu à la télévision, et on a beaucoup vu de l'autre côté du Rhin, d'ailleurs plus qu'en France actuellement, et les tests sérologiques qui permettent de déceler la présence d'anticorps dans le plasma sanguin. Deux possibilités de tests, donc, qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Non. Il faudrait nous expliquer ça avec beaucoup de précision. Bon. On va essayer d'expliquer ces choses-là. Merci de me donner la parole et je prends la parole et je veux le dire solennellement au nom de tous mes collègues en fait, de tous les soignants, mais bien au-delà des gens des hôpitaux et des gens de la région qui sont engagés dans un moment qu'on n'a jamais vécu, un moment très difficile, et j'y associerai volontiers aussi même ceux qui ne sont pas soignants, mais qui ont fait que les choses ont continué, et je l'ai dit très vite, aussi bien les forces de l'ordre que toutes les personnes qui ont contribué dans un moment qu'on n'avait jamais vécu. Et je rappelle que notre société, depuis 40 ans, depuis le sida des années 80, n'avait plus jamais été confrontée à quelque chose qui est une nouvelle maladie. Et je pense que c'est un élément clé, et je commence par ça, parce que je pense que notre objectif aujourd'hui est d'expliquer les choses et de redonner confiance aux gens dans une expérience extrêmement douloureuse, aggravée par le confinement, mais redonner confiance parce qu'ils découvrent comme nous, chaque jour de nouvelles choses. Et il faut avoir conscience qu'on découvre une nouvelle maladie, un nouveau virus, et qu'il y a une part d'incertitude qu'on ne maîtrise pas. Et je pense beaucoup de stress qu'on a au-delà du confinement, beaucoup de stress est lié au fait qu'on entend des nouvelles différentes. Un médicament marche, puis il ne marche plus. On fait un test, puis un autre. Et ça, c'est quand même quelque chose de très inquiétant, je le comprends, parce qu'on est aux aguets et on a besoin d'avoir un certain nombre de certitudes. Expliquez-nous la pertinence de ces deux tests. Donc les deux tests. Le PCR d'un côté et le test sérologique de l'autre côté. Il y a deux façons de tester. Bien comprendre que le virus va circuler dans la population, que ce virus est transmis, c'est important de le rappeler, est transmis par des gouttelettes qu'on éjecte à l'occasion d'un éternuement, mais même en parlant par des petits postillons. Ces petits postillons, on les dépose sur des surfaces ou on les projette sur des individus. Donc vous allez contaminer, en fait, dans la chaîne de contamination, l'homme contamine l'homme. On pourra reparler de l'origine du virus, mais là, l'homme contamine l'homme. Donc il y a deux situations où on est capable, par un test direct, d'être tout de suite à la source, au début du match, en fait. Le match commence entre le virus et l'homme. Il faut être là au début du match. Il faut être capable d'avoir la technique qui cherche le virus tout de suite. Cette technique, elle a été mise au point dans un délai qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que, rappelez que le test pour le sida, on a mis des années à savoir que c'était un virus et des années à avoir un test diagnostique. Là, en moins de quelques semaines, on avait un test diagnostique direct. Ce test s'appelle la PCR. Si on est très précis, la RT-PCR. Oubliez la terminologie, c'est une terminologie simplement... Le grand bâtonnet. Voilà, c'est un bâtonnet. Et c'est un bâtonnet qu'on met dans les narines, qu'on peut aussi mettre sur d'autres surfaces. Il y a des tests qui se développent maintenant sur la salive. On peut faire le test aussi sur les selles, parce que le virus, évidemment, qui passe, il descend jusqu'à la sortie. Donc on peut tester différents endroits, mais le meilleur endroit reste ce qu'on appelle le rhinopharynx, c'est-à-dire le haut du nez. Pas le bas du nez, le haut du nez. Et désolé, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, pour bien faire ces tests-là, il faut enfoncer le bâtonnet assez profondément, et ça n'est pas très agréable. Ce test-là, cet écouvillon, en fait, il récupère du liquide biologique, de la petite matière du nez, et cette matière est analysée par un automate qui vous donne la réponse et qui dit il y a du virus, pas de virus. Donc c'est une réponse en quelques heures, bientôt en quelques minutes avec des nouveaux tests, et ça donne la certitude que vous portez le virus. Sur ce premier test qu'on appelle PCR, ce test direct qui cherche le virus, il faut juste savoir que si c'est mal fait, vous avez à peu près 30% de chances que le test soit
négatif alors que vous êtes porteur du virus. Donc attention, c'est jamais, il n'y a pas le, vous voyez, le standard mais absolu. Juste pour préciser, le test est de qualité. C'est en fait la manière de le faire qui pose la probabilité d'un échec. C'est ça qui est intéressant. Si on cherche le virus et que le virus est sur les couvillons, le test est toujours positif. La question est de bien chercher le virus. Et l'ennui, c'est souvent, c'est pas agréable, c'est de ne pas aller au fond de la narine, de chercher le virus, enfin mal le chercher. Le test, il est absolument performant. Ce test, il a été mis au point. Si on en trouve, c'est certain. Ça, c'est les premiers tests qui sont là au début du match. Ils identifient la première minute de la bataille entre le virus et l'homme. Vous avez évidemment un autre test, qui est les tests sérologiques, qui sont très nombreux. 40 firmes à peu près en développent aujourd'hui dans le monde. Et là, c'est un test complètement différent qui, lui, vient à la fin du match. C'est-à-dire que le match entre le virus et l'homme est fini. Bon, il peut malheureusement mal finir, on en reparlera, par le décès des patients, heureusement très rare malgré tout, mais il peut bien finir généralement 9 fois sur 10, il finit très bien, au moins 9 fois sur 10 pour les patients, et à ce moment-là, le malade qui guérit va produire ce qu'on appelle une réponse immunitaire. Le corps se défend contre le virus, il élimine le virus, et en conséquence, il produit des choses. Il produit par des globules blancs, ce qu'on appelle des anticorps. Ces anticorps produits, on sait les chercher dans le sang des patients. Donc on peut le faire de façon très directe et très simple et très rapide par une petite goutte au bout du doigt. Ce sont les tests rapides qui ont une qualité correcte, mais qu'il faut encore améliorer. Ou alors on a des tests sur des prélèvements sanguins, la bonne prise de sang, et on regarde s'il y a des anticorps dans la prise de sang. C'est des tests sérologiques qui recherchent donc, je répète, les anticorps. Donc, quand vous avez des anticorps, c'est que la bataille est finie. Mais, très important, ces tests sérologiques nous donnent 2 renseignements. Premier renseignement, à l'échelle d'une population, c'est fondamental. Ils nous disent, dans la population alsacienne ou française, tant de gens ont rencontré un jour le virus. Pourquoi cet élément est fondamental? C'est que tout le monde, on le sait aujourd'hui, même s'il rencontre le virus, ne fait pas de symptômes. Il y a ces fameux, on appelle ça des asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui ont porté le virus, qui l'ont d'ailleurs disséminé, et c'est une forme de dissémination importante, mais ils n'ont pas fait de symptômes. Donc ces gens-là, ils n'auront jamais eu le test direct dans la narine, puisqu'ils n'ont jamais fait de symptômes. Le test sérologique nous permet de dire dans les populations qu'il y a tant de pourcents de gens qui ont rencontré le virus, qu'ils aient fait ou qu'ils n'aient pas fait de symptômes. Et ça nous donne un renseignement fondamental de cette fameuse immunité de population. Est-ce que la population alsacienne ou française a suffisamment été contaminée par le virus pour être protégée collectivement? Aujourd'hui, la réponse est non. 70%. Il faudrait entre 50 et 70%. Il y a des discussions d'experts, des simulations, mais au moins 50%. On est loin. On en est loin. Oui. Il faut le dire parce que pédagogiquement, c'est très important que les auditeurs, tout le monde comprenne qu'on en est loin. En Alsace, on est probablement autour de 15, dans le Grand Est, autour de 12, en France, autour de, vous avez vu les chiffres, autour de 6, on est très loin de ce 50%. Et tant qu'on n'y est pas, c'est que le virus va continuer à circuler dans notre population, sauf s'il s'éteignait cet été. C'est toujours possible. La saisonnalité, par exemple. Voilà. On Mais sait rien, pas, il y a un point d'interrogation. Absolument. Rien ne permet de l'affirmer. On n'a pas d'argument pour dire que ça sera le cas. Mais s'il continue à circuler pendant l'été et qu'il ressort à l'automne, notre immunité de population n'est pas suffisante. Donc, il y aura des contaminations. Donc, c'est la première qualité des tests sérologiques. On sait dire dans la population quelle est l'immunité collective de la population. Individuellement, il y a une utilisation du test qui doit rester prudente. Si vous avez des anticorps, c'est que vous êtes immunisé. Et donc, vous êtes potentiellement protégé. Là, il y a un message. Il y a un débat là-dessus. Absolument. C'est peut-être pas aussi clair qu'on l'a pensé à un moment. Je vais être très clair. Je vais répondre avec le bon sens médical de base d'un médecin et d'un immunologiste. Si vous avez rencontré le virus, que vous avez fait une réponse immunitaire qui se traduit par des anticorps, il est quand même très, très hautement probable que vous soyez protégé quelques mois au moins. Ça serait quand même un exemple incroyable d'un contact avec un premier virus de l'espèce humaine qui se traduise par une immunité qui soit évanescente. Ça peut exister, mais si vous êtes en bonne forme et vous produisez des anticorps, vous allez vous protéger. Avec une chose précise qu'il faut comprendre, c'est peut-être un peu pointu, mais les auditeurs aiment bien qu'on ait les choses précises. Non, ça me paraît très clair jusqu'à présent. Quand vous développez des anticorps, vous développez des anticorps par l'espèce numéro 1 des globules blancs. Mais il faut savoir que vous avez l'espèce 2, 3, 4, 5, vous avez tout un lot de globules blancs qui répondent aussi, que les anticorps ne regardent pas. Donc quand vous répondez et vous défendez contre le virus, vous avez tout un arsenal de globules blancs qui vont répondre. Donc moi je crois qu'on devrait être protégé, sauf que la prudence, et on a appris
Cette épidémie nous a appris l'humilité et la prudence, plutôt que de dire, bon, maintenant vous avez un passeport de l'immunité, vous avez fait des anticorps, vous pouvez sortir Place Kléber et faire la fiesta Place Kléber. Non, même si on a des anticorps, on doit respecter encore aujourd'hui, en l'absence de preuves absolues, les mesures barrières. Ce sera très important à comprendre. Donc on peut se sécuriser et avoir, j'allais dire, un niveau de sécurité et de protection acceptable, mais pas de certitude. Il faudra les mesures barrières. Si on a des anticorps, est-ce qu'on peut encore transmettre la maladie? Est-ce qu'on peut être porteur de la... Très bonne question, Robert. Très bonne question. Deux situations. Vous êtes dans le mois qui a suivi, ou le mois et demi, pour être très large, qui a suivi les premiers symptômes. Il a été démontré que des gens qui ont les anticorps continuent à porter du virus et peuvent donc être contaminants. Donc, c'est possible, en tout cas en théorie. Raison de plus pour ne pas faire la fête parce que... Raison de plus, si dans les 30 à 40 jours qui suivent les premiers symptômes, même si vous avez des anticorps, on ne peut pas affirmer aujourd'hui. Il y a des études qui montrent que vous pouvez encore porter du virus. Donc, raison de plus de garder les mesures barrières, la distance sociale, on y reviendra, qui est majeure, le lavage de mains qui est très, très, très important, et puis le masque qui est la cerise sur le gâteau, qui va être indispensable quand les mesures barrières ne pourront pas être respectées. On précise qu'on n'a pas le masque parce qu'on est à plus d'un mètre et que on ne regarde pas nous directement. avons la distance barrière. Les distances barrières sont respectées, évidemment, sur ce plateau. La régie de Via Storia y a particulièrement veillé depuis de longues heures maintenant. On a une question qui vient de tomber là sur le Facebook Live. Comment est-ce possible d'avoir une sérologie négative suite à un PCR positif? Très intéressant, très intéressant. Et c'est vrai, ça a été observé dans une étude pour l'instant chinoise, mais on aura les études équivalentes chez nous. Il y a encore aujourd'hui de sacrées questions immunologiques posées. Et il a été observé que près de 30% des gens qui ont fait une petite maladie, c'est-à-dire qui n'ont pas fait des grands symptômes, ce n'est pas ceux qui sont allés à l'hôpital ou en réanimation, mais ils ont fait un Covid certain, ils ont le virus, ils ont fait une petite maladie, il se fait que ceux-là, quand on les suit, ils ne développent pas d'anticorps détectables. Donc il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est la sensibilité des tests qui est insuffisante pour détecter les anticorps qui, malgré tout, sont dans l'organisme et sont là, mais le test n'est pas sensible. Deuxième possibilité, c'est que la réponse immunitaire à ce virus est surtout liée à des globules blancs, pas ceux qui produisent les anticorps, mais à d'autres globules blancs. Donc voilà les deux possibilités. Là, la science est en train de... C'est un sujet incroyable, hein, de dire, on découvre, je le répète, hein, je l'ai dit en introduction, on découvre chaque jour de vraies questions médicales et scientifiques qu'il faut résoudre, et on va les résoudre. Les chercheurs strasbourgeois, on a un nombre de projets de recherche incroyables, plus qu'ailleurs, heureusement, et on le comprend. Et d'entreprises capables de mettre en œuvre les choses. De travailler derrière. Donc on répondra à ces questions, il faut un tout petit peu de temps. On va y venir. Moi, je vous livre les questions, alors au risque que ce soit des erreurs, c'est du live, hein, c'est le principe. C'est le jeu. Quelqu'un nous dit, comment expliquez-vous que chez les personnes de la rue, il y a très peu de cas comparé à ceux qui étaient confinés? Est-ce que ça existe ça? Je ne pense pas qu'on puisse l'affirmer, en fait. Hein. On ne peut pas l'affirmer. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'études en population ultra large, comparant les stratégies. Je suis resté à la maison, je suis sorti, j'ai bossé, etc. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des structures et des lieux de confinement à risque. Enfin, et ça n'échappera à personne que les médecins, les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, tous ceux qui ont travaillé à l'hôpital à proximité des sources de virus, évidemment que ces personnes ont été plus infectées. Aux hôpitaux universitaires, plus de 500 personnels hospitaliers près de 600 ont été touchés. Et vous-même, tout à l'heure, hors antenne, vous me citiez le cas de votre service où des performances remarquables ont été acquises. C'est intéressant parce que les contaminations, le maximum de contamination était observé au départ. Quand on ne connaissait pas bien l'histoire virale, qu'on n'avait pas encore bien compris les phénomènes de transmission et de contamination. Et très vite dans les services, on a mis en place des mesures assez simples. Hein. Mesures barrières, le masque, le gel, on se lave les mains, on fait très attention, on rentre dans les chambres avec des mesures de précaution. Le personnel soignant, nos infirmières qui ont été incroyables, nos étudiants aussi, je peux le dire, hein, parce que j'en suis particulièrement fier, qui ont beaucoup participé à tout ça. On fait attention et on a assisté à une réduction du risque de contagion. On a appris au fil de l'eau et on a appris aussi à se protéger. Et finalement, cette expérience-là que les soignants ont vécue dans un milieu à risque extrême, on aimerait faire de la pédagogie pour que ces mesures-là, on puisse en faire du civisme sanitaire pour tout le monde, parce que c'est à tout le monde de se protéger et surtout, c'est important, j'insiste là-dessus, de protéger les autres. C'est ça surtout. Et il faut avoir une sorte
comment vous dire, de générosité. Cette crise, Robert, vous l'avez dit, cette crise, elle doit peut-être inaugurer un monde différent, une vision différente. Et peut-être que si l'ADN, même si le Covid est un virus ARN, vous savez, c'est l'ADN de notre société, si elle pouvait être fondée sur cette générosité, cette solidarité, que peut-être on peut révéler dans ces moments-là. On sait que les peuples se révèlent dans ces situations-là, hein, et j'espère que ça sera le cas. Je cite souvent Camus, La peste, hein, oui, parce que beaucoup de gens l'ont relu, et je l'ai relu, et qui dit que dans les moments d'épidémie, ces grands moments de crise sociétale, il y a plus à admirer chez l'homme que de choses à repousser. Et j'espère que ça sera le cas. Si ça se passe comme vous dites là, on va vous bénir, cher Jean. On le souhaite. J'ai 3 questions, mais promettez-moi une réponse courte parce que je surveille le temps et ça file très vite. Une question qui détend un peu l'atmosphère. C'est une étudiante manifestement de médecine, chez vous donc. La bibliothèque de médecine de Strasbourg rouvrira-t-elle avant cet été pour au moins permettre les emprunts? Bon. C'est léger, mais... Normal. Vous dites qu'elle envoie un mail au doyen, il lui répondra. Ouais. Le doyen, c'est... Voilà, il lui répondra. Ouais. Non, plus sérieusement, on est contraint. On est malgré tout contraint par une loterie nationale. Donc il a été décidé que les universités et les outils de l'université, dont la bibliothèque, doivent être fermés. Donc on n'a pas la maîtrise de l'outil. Mais on a fait un travail. Et je redis, j'en profite parce que c'est une étudiante qui a posé la question. Les étudiants, ils ont été juste extraordinaires dans cette affaire-là. Les étudiants et les internes. Moi, j'ai été admiratif. De temps en temps, on se titille un peu parce qu'ils sont tatillons sur les examens, etc. Et là, ils ont juste été extraordinaires. À un tel point qu'en Alsace, on va proposer une publication dans un très grand journal pour rapporter l'expérience de nos jeunes, de nos étudiants soignants. Donc, permet de rendre hommage aux étudiants et on se débrouillera pour la bibliothèque. Mais au-delà de ce que dit Jean, il y a quelque chose de sous-jacent qui est très intéressant, c'est que nous sommes tous en train d'apprendre comment est-ce que nous pouvons continuer à être des apprenants, par exemple, étudiants, mais aussi dans les entreprises, dans les collectivités, faire en sorte que les activités puissent continuer, alors qu'on n'a plus accès à un certain nombre de locaux, ce qui signifie que le digital, le numérique va prendre une place tout à fait considérable, que nous sommes tous en train de réfléchir, la continuité des services et du service rendu, je veux dire, au-delà de la crise. Et si elle s'installait, je veux dire, comment est-ce que nous pouvons, je veux dire, revivre normalement. Donc c'est très intéressant. 2 questions encore pour vous. Si je peux me permettre, Jean, une question quand même importante, plus sérieuse, avec un ton plus sérieux. Cette crise révèle aussi quelque chose qui est de l'inéquité numérique ou de la précarité numérique, si je peux l'appeler comme ça. Et je pense qu'à cette étudiante, il y a des étudiants qui ont l'aisance pour avoir les outils qu'il faut. Il y a des étudiants qui ne l'ont pas. Et pour nous, c'est une vraie préoccupation. On n'a pas résolu, évidemment, en 1 mois et demi, mais il faudra résoudre cette question-là pour que tout le monde ait accès à l'information. On est dans le lien avec l'université, près de 3000 étudiants précaires, en situation de précarité. On a vu, absolument. C'est-à-dire tout le monde ne vit pas très heureux. Il faut penser à l'extrême précarité, il y a des gens qui souffrent de faim actuellement. Exactement. De la faim. Il y en a qui ne se soignent pas, qui ne mangent pas à leur faim. Ça en dit long sur notre société, mais si vous voulez, on pourra avoir ce débat plus tard, ce serait très riche et très intéressant. 2 questions pour vous. Très courte la réponse, hein. Elles sont sérieuses. Un enfant qui a une maladie génétique type lymphodome, je pense que c'est ça, l'écriture de l'assistante ici n'est pas très explicite, mais donc des soucis de globules blancs. Un enfant qui a des soucis de globules blancs, et c'est une maladie génétique, dans les zones infectées, comment faire pour le protéger ? Oui, c'est une question qu'on a très souvent. Il y a une multitude de questions individuelles, de fait. Hein. J'ai une maladie génétique, pas génétique, ou on appelle ça les comorbidités, c'est-à-dire que j'ai une affection qui complique l'affaire, et on sait que ces infections virales vont toucher préférentiellement des gens âgés, des gens qui ont d'autres maladies. Alors évidemment, on n'a pas aujourd'hui le détail du risque individuel dans chacune des maladies génétiques. On a même observé, c'est un travail qu'on a fait aussi dans le service, d'essayer de montrer que ce qu'on croyait être des facteurs de risque comme les maladies immunologiques sont peut-être un facteur protecteur. Peut-être, hein. Voilà, on verra. Vous voyez, donc il y a aussi du contre-intuitif de temps en temps dans ces situations-là. La situation précise de cet enfant, je ne pourrais pas y répondre, mais évidemment qu'un enfant fragilisé, on le sait dans les cancers, dans les maladies hématologiques de l'adulte et de l'enfant, quelqu'un qui est fragilisé avec un système immunitaire fragile, il n'est pas bon qu'il s'infecte par un virus. Donc il faut le protéger. La protection, les protections, c'est faire attention à lui, c'est-à-dire attention aux mesures barrières en intrafamilial. Redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance avec se laver les mains en rentrant, voire ôter. On va rentrer dans le détail parce que les parents posent cette question-là. Quand on rentre, on commence à se laver les mains, on peut se déshabiller, on peut faire une lessive, si possible. Le virus est très facilement détruit par les détergents et la chaleur. Donc on se déshabille, on peut faire un petit sas chez soi si on a vraiment un doute. Un petit sas, on se déshabille, on se lave les mains, on se
lave peut-être aussi la tête parce qu'il peut avoir des portages de virus à l'extrême sur le cuir chevelu. On se désinfecte très simplement et puis après, la vie normale peut reprendre. Et il faut du contact, il faut de la pensée. Désinfecter, c'est du savon, souvent. Savon, oui, détergent, c'est du savon tout bête. Le bon vieux savon de Marseille, quoi. Pour une raison simple, c'est intéressant pour les gens. Ce virus, il a un cœur qui est de l'ARN, c'est le cœur du virus, et c'est ça la machine du virus, mais il l'a enrobé, pour notre grande chance, de couches de graisse. On appelle les couches lipidiques. Et donc, si on lui détruit ces couches de graisse par du simple savon de Marseille, le virus, s'il n'a pas l'enveloppe de graisse, il va mourir très très vite. Bon, on va préciser juste pour détendre l'atmosphère qu'ici en France, on est quand même un peu évolué au niveau de l'intelligence. On sait qu'il ne faut pas avaler du détergent, de l'eau de Javel et tout ça. Oui, ça ne marche pas. Certains ont annoncé des choses un peu curieuses. Oui, ils sont curieux eux-mêmes. Ouais. Dernière question. Réponse très rapide. Il semble y avoir plusieurs variantes du Covid. Les anticorps produits par une personne donnent une immunité pour toutes ces variantes ou pas? Alors, le variant, attention, il y a 4 coronavirus qui existent déjà chez l'homme, avant l'épidémie. 4 qui existaient, qui donnaient des affections totalement bénignes, des rhumes, tout bête. Il y a 2 variants de coronavirus qui ont donné des maladies très graves, mais pas chez nous. Le fameux SARS là, qui a eu en 2003 et le MERS qui est encore plus grave en péninsule arabique en 2012-2013, mais qui ne sont jamais arrivés chez nous. Et qui sont toujours en... Qui sont pas le SARS, mais le MERS est toujours actif en péninsule arabique. Toujours, mais endémique. Donc ça, c'est les 4 et les 2 qu'on connaissait. Là, c'est un nouveau coronavirus qui lui-même, et la question est certainement celle-là, qui varie. Il y a à peu près 2 mutations par mois, au minimum, peut-être même plus. Pour l'instant, n'ont pas été identifiées des mutations majeures qui changent la tête du virus. Donc pour l'instant, il n'y a aucune crainte, mais on apprendra les choses. Si vous avez des anticorps, vous êtes immunisé. Il n'y aura pas, comme avec le virus de la grippe saisonnier, la grippe change chaque année. C'est pour ça qu'on n'est pas protégé, qu'il faut revacciner. Là, il n'y a rien pour penser qu'en septembre, en octobre, en novembre, ce Covid-19 soit différent de telle sorte qu'on ne soit pas, si on l'a fait en avril, qu'on ne soit pas protégé en septembre. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui, et je dis ça avec prudence et humilité, mais je pense qu'on a des données assez solides pour l'affirmer. On a posé un maximum de questions sur la partie médicale, mais il nous faudrait des heures et des heures, bien entendu. La question que tout le monde se pose, les tests, quand est-ce qu'ils vont devenir massifs? Quand est-ce qu'ils vont être disponibles? Et comment ça va se passer? Question très importante. Là, il faut une doctrine martiale, en fait. Il faut qu'on ait une stratégie, en fait. Elle existe? Elle existe. Elle est mise en œuvre aujourd'hui, et je veux aussi dire cet élément-là pour rassurer les gens. Aujourd'hui, moi, je suis admiratif aussi. Alors, on le dit souvent avec Robert, mais en Alsace, il y a, même dans des situations peut-être de tension et difficile, pour des tas de raisons, on arrive toujours à mettre les gens autour de la table et à avoir une vraie coordination avec une vision humaniste du problème. Et on peut le dire, et c'est le cas. Et donc les gens, nos Alsaciens, nos Strasbourgeois, nos Alsaciens, il faut qu'ils soient rassurés. On aura les moyens. Aujourd'hui, on sait, par exemple, grâce au travail fait au CHU par ma collègue et amie Samira en virologie, grâce aux collègues, parce qu'on aura besoin des laboratoires privés de ville, grâce à nos laboratoires de recherche, notamment à l'IGBMC, dans les structures de recherche d'université, on va arriver à avoir les tests numéro 1, qui sont les tests virologiques, suffisamment pour faire le niveau incontournable, parce que toute la discussion est là. Ce qui est incontournable, il faut qu'on soit capable, tous les jours, le plus vite possible, de tester tous les gens qui ont le moindre symptôme qui peut évoquer le virus. Et dans un deuxième temps, indispensable aussi, tous les contacts. Et on estime que c'est entre 20 et 25 personnes. C'est les fameuses brigades là, qui ont été évoquées par le Premier ministre. Brigades qui vont détecter les sujets contacts. Donc c'est une vraie enquête policière, donc il faut du monde. On estime en France qu'on tient la route s'il y a à peu près 3000 infections par jour. Si on le rapporte à l'échelle de l'Eurométropole ou de l'Alsace, vous avez fait un rapide calcul, ça doit être jouable tant qu'on reste dans ce créneau-là. Évidemment, si le nombre montait rapidement, on serait probablement, il faut le dire, il faut être honnête, il faut dire la vérité, il faudra s'adapter, on peut être en difficulté. Ça, c'est pour les tests directs. Évidemment, c'est l'indispensable. Le deuxième niveau qu'on doit réfléchir, c'est est-ce que la multiplication des possibilités de tests, parce qu'on a maintenant une capacité de les multiplier, est-ce qu'on pourra tester, par exemple, les populations en précarité, les prisons, les gens dans la rue? Est-ce qu'on pourra tester les enfants à l'école? Il y a des projets qu'on essaie de construire. Est-ce qu'on testera aussi ceux qui travaillent en entreprise confinés, où les gens n'ont pas le choix, il faut qu'ils travaillent? Alors, si on peut le faire,
on le fera. Mais il faut au moins que la doctrine élémentaire, c'est tester, tester, tester. On doit identifier. On ne doit pas laisser passer à travers les mailles du filet le moindre sujet infecté, parce que sinon, effectivement, l'épidémie repartira. Ça, c'est le minimum. Il faut réussir ça. Alors, les tests massifs, quand est-ce qu'ils vont devenir massifs? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Quand est-ce qu'on va pouvoir, si on le souhaite, si on le peut, avec sa voiture, aller sur le drive du Zénith ou de la Méno, etc. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire comme finalement on voit ce qui est fait en Allemagne depuis des semaines et des semaines? Depuis le début. Quand est-ce qu'on va pouvoir y arriver là? Ben, je pense qu'il faut y arriver dès le début du déconfinement, dès le 11 mai. Il faut qu'on y arrive. Je rappelle quand même qu'on a comme objectif 700 000 tests par semaine. Et les Allemands, juste pour rassurer les gens, les Allemands ont parfaitement assuré les choses à 500 000. Donc on est au-dessus. Pour un pays qui est plus nombreux, il y a plus d'habitants en Allemagne qu'en France. Donc normalement, on doit y arriver, évidemment. Après, et je pense qu'on augmentera nos capacités encore. 700 000, c'est une étape. Je pense qu'à un moment donné, on peut même en avoir plus et aller tester des populations à risque différentes. Robert, vous êtes peut-être au courant, parce que ça se décide aussi au niveau national, du ministère de la Santé, etc. C'est évoqué dans nos réunions de crise avec l'Agence régionale de santé qui est en train de préparer cette opération. Il en faut tellement de ces écouvillons, de ces bâtonnets. Oui, il en faut beaucoup, mais est-ce que ça, on va pouvoir assurer? Oui. C'est ça la question que se posent les gens. Alors, d'abord, c'est une prérogative de l'État. Les collectivités, toutes les collectivités, ont d'ores et déjà indiqué qu'autant que de besoin, elles étaient évidemment à disposition pour apporter un soutien, qu'il soit de nature logistique ou autre. Mais je veux dire que, là encore, je veux dire, les solidarités fonctionnent. Ce que je veux retenir aussi de ce que dit Jean Sibilla, c'est quelque chose qui est très important. Nous ne devons pas être dépassés. Pour ne pas être dépassés, il y va du comportement individuel. C'est d'abord cela. Je veux dire que ça n'est pas, d'attendre que les services publics gèrent l'ensemble des situations. La première situation qui peut être gérée, c'est celle que chacun gère, je veux dire, dans son comportement personnel. Faire en sorte d'être attentif à l'autre, c'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant de générosité, et puis d'être attentif à soi-même. Et donc, ces gestes barrières, je ne vais pas y revenir, ils font l'objet de communication quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle, je veux dire, les collectivités, avec l'État qui décide aujourd'hui, je veux dire, d'apporter un soutien à cette action, je veux dire, va développer la livraison de masques à domicile. Le maire de Strasbourg en a fait communication. On va revenir sur les masques juste après. Hein. Également parce que ça fait partie de la prévention. Nous sommes tous dans notre rôle. Je dirais, et l'académie, en quelque sorte, la science, s'exprime en ce qui concerne les tests et les choses avancent. Tout le monde est impatient, évidemment. Nous aussi, je veux dire qu'il faut aller le plus vite possible. Mais ces choses vont se mettre en place et il nous faut maintenant, je veux dire, réussir ce déconfinement. Ça, c'est impératif. Nous en avons une inquiétude, je le dis, pas seulement le milieu médical, les pouvoirs publics, les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie, l'ensemble des acteurs de cette société, je veux dire, redoutent ce moment-là en espérant que chacun ait le comportement le plus adéquat. Un mot, Robert, quand même, mais très rapidement, une réponse très rapide si on peut, parce que le temps va vite. Ces tests vont amener en quelque sorte à comptabiliser, à imaginer, enfin pas imaginer, à constater une population séro-positive, donc des gens qui sont infectés. Il y a des lieux de confinement qui sont prévus pour ça, des hôtels qui sont réquisitionnés. Oui. Comment ça se passe? La préfecture est en train de traiter avec les maires pour réquisitionner, j'aime pas ce terme, mais en tout cas réserver des hôtels qui pourraient satisfaire à l'accueil d'une manière surveillée. Ça n'est pas l'hôpital, mais ça n'est pas non plus un isolement, c'est pas la prison. Je dirais il faut que les gens puissent être suivis médicalement, mais des hôtels seront effectivement réservés par la préfecture. Autant que faire se peut, je veux dire, si les gens peuvent être chez eux dans des conditions d'isolement, je veux dire, ce sera plutôt à la maison. Les deniers publics, je veux dire, doivent aussi être économisés. Mais autant que de besoin, je veux dire, des chambres seront réservées. C'est là l'effort que fera l'État pour protéger la société de ceux qui sont détectés comme étant malades. Avec Catherine Trottmann, vous avez milité, vous en avez parlé au Premier ministre, pour que l'Alsace soit en quelque sorte considérée comme une région pilote. Oui, cela a été dit. On a ici plusieurs éléments particuliers. Le premier, c'est qu'on arrive effectivement à assez bien s'entendre les uns et les autres, et d'une manière assez rapide sur les enjeux essentiels. L'autre, c'est que nous disposons d'un panel tout à fait intéressant. Jean Sibilla s'exprimait au nom de l'ensemble de ses collègues, il n'a pas le temps de les citer. Ils sont très nombreux dans une variété de disciplines
qui aujourd'hui satisfait à une capacité d'analyse et de réaction, en quelque sorte une force de frappe extraordinaire, avec des gens d'un niveau que beaucoup de nos concitoyens ignorent, mais qui sont d'un niveau mondial et qui font référence dans leur spécialité, accompagnés en cela aussi par des entreprises. On a beaucoup cité des entreprises qui sont sur le parc d'innovation technologique d'Ilkirch. Je veux dire qu'il y en a aussi dans le Haut-Rhin et qu'il y en a, je dirais, sur l'ensemble du département, capables pour les uns de fabriquer des masques, pour les autres de fabriquer des tests, ou d'apporter, je dirais, un complément nécessaire à la mise en œuvre, en quelque sorte, de ce que la recherche peut produire aujourd'hui de meilleur et de plus rapide pour nous aider à dépasser cette crise. Jean Sibilla, l'autre série de questions immenses qu'on a pu constater, et encore sur le Facebook Live, là, mais qui nous sont arrivées dans les 48 dernières heures, elle porte évidemment sur les masques. Ces masques qui, très objectivement, font encore grandement défaut à l'heure qu'il est, dans la pratique. Hein. On parle de ça, ils font défaut parce que c'est pour des raisons qui sont parfaitement connues désormais. On n'y reviendra pas forcément, mais ce sont des questions très pratiques qui nous sont parvenues. Et une se détache de façon phénoménale. Est-ce utile, oui ou non, de porter les masques? Pour une fois, oui. Voilà, la réponse, elle est... Oui, parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui nous ont dit le contraire il n'y a pas longtemps. Hein. Effectivement. Oublions, une fois de plus, un peu de résilience par rapport à peut-être communication mal comprise, mal faite, etc. Oui, évidemment, c'est un bon sens élémentaire qu'on apprend à l'école. À partir du moment où un virus respiratoire est transmis par des gouttelettes, la barrière simplement de l'entrée dans le système respiratoire, qui est le nez, la bouche et les yeux, bizarrement, et évidemment, il faut boucher les écoutilles pour limiter la rentrée du virus. Donc évidemment, oui, la réponse, elle est très simple. Oui, la question après, évidemment, il faut bien l'expliquer, il faut une vraie pédagogie sanitaire. Attention, le masque n'est qu'un des outils de la protection. Je crois qu'on l'a rappelé, tester, c'est bien, mais à la limite, il vaut mieux ne pas devoir tester. À la limite, la vraie question, c'est qu'on doit avoir maintenant une solidarité, une éducation, un civisme sanitaire tel, comme dans les pays asiatiques. Hein. Je rappellerai l'exemple du Japon, pays de 120 millions, un peu plus d'habitants, qui n'a pas fait de confinement, qui n'a pas fermé les transports, où tout le monde se balade avec des masques, avec du gel et avec une distance sociale, puisque personne ne se touche. Donc la vraie réponse à cette épidémie... Les statistiques, vous les connaissez au Japon ? moins de 300 morts, moins de 300 morts sur 120 millions d'habitants. Donc voilà, donc c'est quand même une preuve absolue que le plus important, bien sûr, quand l'épidémie court, il faut tester. Le plus important, Robert, je crois l'a rappelé aussi, c'est fondamental, il faut le répéter, le rabâcher, le plus important, c'est la distance physique. Je n'aime pas le mot distanciation sociale, c'est trop compliqué pour les gens. Mettez de la distance entre vous et vous savez qu'au-delà d'1,50 m, voilà, le virus n'arrivera pas dans 99% des cas. Alors, on peut avoir un peu de malchance, mais voilà, ça n'arrive pas. Avec le lavage des mains voilà. dans la foulée. Le lavage des mains. Parce que finalement, vous en avez sur les mains, il y en a sur les surfaces inertes. Le virus, on le sait aujourd'hui, persiste plusieurs heures, plusieurs jours sur des surfaces inertes, humides notamment. Donc il faut, de la distance, surtout se laver les mains. 80% des contaminations se font par les mains, pas du tout par les postillons. Et puis, dernier élément de barrière, et c'est logique, le masque. Et le masque, il y a deux types de façons de voir le masque barrière, et qui peut être en tissu, qui peut être lavable. C'est un virus, vous avez vu, qui est détruit très facilement par le bon vieux savon, les détergents et la chaleur, donc c'est réutilisable. Le masque barrière tissulaire, qui permet d'éviter les projections et permet d'éviter la rentrée. Et puis évidemment, le masque pour les personnels exposés, le masque chirurgical, pour les gens plus exposés dans des milieux peut-être très confinés, évidemment les soignants, et pour les soignants qui sont vraiment au contact très proche, le fameux masque, mais ce masque-là, moi je vois des gens dans la rue, c'est un non-sens. Même nous, moi je n'ai jamais porté un PFP2, le fameux masque, parce que tant qu'on n'est pas au contact de proximité, ce masque est inutile. Donc il faut aussi quelque part dire les choses vraies. Oui, le masque est indispensable, il faudra le porter dans toutes les situations où la distance ne veut pas être respectée. Donc, les commerces où on est proche, où on ne peut pas rester à 1,50 m, les transports, c'est évident. Là, il n'y a même pas de discussion, à mon avis, possible. Et puis, dans toutes les situations où il y a un rapprochement physique incontournable et on ne peut pas garder cette distance-là. Ça n'empêche les masques qu'il faut se laver les mains avant, après, parce qu'un des grands dangers du masque, ça a été dit, il faut le rappeler, c'est savoir le mettre et l'ôter. Vous comprenez, le masque qu'on met, puis on ôte. Voilà. Le masque, il est rempli de virus à un moment donné. Donc, si vous manipulez votre masque pour mettre votre doigt dans le nez après,
c'est mort. Enfin, le virus est passé. Vous voyez. Donc attention à la pensée magique de dire j'ai un masque, la messe est dite. Non, rien du tout. Le masque, c'est simplement une barrière qui va éviter de recevoir ou d'émettre dans le cadre de la solidarité. En tout cas, la réponse a été claire. Oui. On a besoin de masques. Oui. Il faut maintenant revivre. Et si on veut revivre, il va falloir changer un peu nos attitudes, la distance physique, se laver les mains régulièrement, ce qu'on ne faisait pas, probablement. Mea culpa, mes proches m'écouteront. Et voilà, même moi, je le fais systématiquement à l'hôpital. Il est vrai. Et c'est normal, hein, parce qu'on est dans un milieu. Mais il est vrai qu'en milieu personnel, de temps en temps, on ne le fait pas suffisamment. Mais il va falloir apprendre à le faire. Alors, les masques, Robert, aurons-nous des masques? Quand est-ce qu'on va pouvoir les avoir? Où on va les trouver? Est-ce qu'on pourra les acheter à des prix raisonnables? Parce que pour l'instant, c'est un peu encore le système D avec ça. Oui, c'est très compliqué. Cela vient du fait que, d'abord, pendant longtemps, il y a eu un discours erratique sur cette affaire en disant il faut pas, et du coup les uns et les autres n'ont pas pris les moyens nécessaires, je dirais, de l'action. D'une manière un peu tardive, malheureusement peut-être, mais nous avons les uns et les autres pris nos responsabilités en disant c'est pas notre boulot, mais on va acheter des masques. On a donc tous en même temps, en quelque sorte, décidé d'acheter des masques. Je parle de masques lavables, considérant que les collectivités locales doivent impérativement satisfaire au fait que le milieu médical ne doit jamais manquer de masques médicaux, et par conséquent notre priorité, en dehors de ce que sont nos personnels et pour lesquels il y a là la réglementation du travail, mais nous devons acheter des masques. On a donc acheté des masques avec le département qui, malgré toute la bonne volonté du pôle textile régional qui est totalement sous la vague aujourd'hui des commandes, pas seulement d'Alsace, mais de l'ensemble du pays, voire de l'étranger. Des masques ont été... on a essayé de trouver des masques en Pologne, on a essayé d'en trouver au Portugal. Bon, tout compte fait, on va avoir un certain nombre de masques qui viendront très certainement des régions du Pakistan, etc., dans un premier temps. Mais le pôle textile régional n'arrive pas à livrer les masques dans les délais nécessaires. Et par conséquent, malheureusement, 50% sur la métropole, j'entends, des masques, seront livrés pour la date du 12 au 14 mai, distribués, j'entends, entre le 12 et le 14 mai, par conséquent, je veux dire... Dès le début du confinement, quoi. Dès le début du confinement. C'est possible quelques jours avant, mais nous y travaillons tous les jours, on surveille, je veux dire, l'évolution de notre commande, et 50% sera livré, disons, aux alentours du 17-18 mai. C'est-à-dire qu'on verra, en fonction de la rentrée scolaire, que, je veux dire, selon les modalités arrêtées par Madame la préfète et l'inspectrice d'académie et la rectrice, je veux dire que ça va très certainement assez bien coller. Et par conséquent, le département viendra ensuite en complément, et pendant ce temps, les services privés, magasins et autres, sont en train de se doter également de masques. Donc j'ai la sensation, en regardant dans la rue, qu'un certain nombre de gens ont déjà pris leur disposition. Il y a eu évidemment les engagements qui ont été pris par le monde associatif, qui a fabriqué des masques, en particulier le tiers secteur social, socio-éducatif, qui a fait beaucoup de choses. Et par conséquent, on va avancer. On aura quelques jours de retard, je le regrette, mais nous avons tous passé commande, tous avons eu des garanties que ces masques arriveraient, et tous nous sommes aujourd'hui à la solde, en quelque sorte, des fournisseurs qui nous ont pris des commandes et qui nous disent écoutez, j'ai un peu de retard, etc. Je veux le dire, les maires ont fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit dans les délais. Je sais qu'ils sont assaillis aujourd'hui de coups de téléphone et demain très certainement de reproches, immérités, je le dis aussi, parce que pendant longtemps on a pensé que ce n'était pas à nous de le faire. Quand on a décidé de le faire, les commandes ont été très abondantes. Et je fais mea culpa, mais en l'occurrence, je veux dire, c'est... Alors le relais va arriver assez vite. On a appris par exemple aujourd'hui que les grands distributeurs, les grandes marques qu'on connaît, on peut les citer, Leclerc, Auchan. Et les masques que nous avons achetés, je veux dire, on a voulu le faire conformément à la norme AFNOR. On a voulu aussi acheter des masques qui sont lavables plus de 4 ou 5 fois pour que les gens ne soient pas obligés d'en racheter, que ce ne soit pas juste une opération de communication. Mais que ce soit une opération qui véritablement serve sur le plan sanitaire.
Alors il nous reste 2 minutes, hein, on vient de me dire dans ma petite oreillette, il reste juste 2 minutes, donc il va falloir faire vite là. Donc les masques, on le sait, vont être obligatoires dans les transports en commun, ça c'est très très important. Est-ce qu'il ne serait pas, moi j'ai une question de béotien que des gens ont d'ailleurs posée, pourquoi ne pas le rendre carrément obligatoire partout dans l'espace public? C'est une question. Le maire de Strasbourg s'est exprimé aujourd'hui pour le dire. Je partage complètement cet avis. Je veux dire que le plus simple est de fixer une règle qui est de dire que quand on est en société, je veux dire, et dans un échange avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne fréquente pas intimement, je veux dire, il faut le masque. Et en tout état de cause, il faut garder les distances nécessaires à la sécurité sanitaire. Bon, ils vont arriver, mais le plus tôt sera le mieux, on va dire. Hein. Nous luttons pour cela. Oui, et je dis bien nous luttons. Je sais que toutes les collectivités se battent actuellement comme des fous pour ça. Professeur, il nous reste 1 minute. Une appréciation globale pour terminer sur la qualité du confinement jusqu'à présent. Pas mal de gens, on en entend de plus en plus, se disent les Français nous ont quand même épatés quand même. Bien sûr. Par rapport à ce qu'on pouvait imaginer avant. Bon, c'est inédit, hein, jamais rien n'a été testé, donc par définition, on avait tous notre présupposition. Vous avez été épaté par le comportement des Français? 1 minute. Hein. Ouais, 1 minute, c'est simple. Moi, je suis un grand optimiste et je suis toujours émerveillé de la résilience dans les moments difficiles. J'ai écouté mon grand-père qui était allé, qui avait fait la guerre, qui était au Struthof, qui avait fait beaucoup de choses. J'ai été très marqué, enfin en tout cas moi j'ai été très marqué par ça. Notre histoire alsacienne est très marquée par ça, par la capacité de résilience qu'ont les Alsaciens. On va parler des Alsaciens et de nos peuples en général. Donc moi j'ai trouvé les gens incroyables. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais globalement, la preuve, je vais vous donner une preuve médicale, c'est le fameux R0, le coefficient de contagiosité. Alors pas faire de technique, mais ce R0, il s'est effondré pendant le déconfinement. Donc, il est passé de 3,5 à... On est passé de 3,4 à, enfin entre 3 et 5 à, vous avez vu, à 0,4, 0,5. Et j'espère que le 10 mai, on sera un peu plus bas. Plus on est bas, mieux c'est. Donc oui, mais soyons fiers collectivement. Moi j'insiste, Robert me connaît. Soyons fiers collectivement, on a une médecine incroyable, on a une société incroyable, on a un pays incroyable, soyons-en fiers. Et sortons de la... Avançons, on va gagner ce truc-là. Et on va mettre des masques et on va faire attention pendant des mois, le temps que ce virus disparaisse, et puis on pourra à nouveau se prendre dans les bras, on pourra à nouveau se balader place Kléber sans les masques, refaire le marché de Noël, certainement. Voilà. Soyons optimistes. Les ondes positives, vous savez, ça prolonge la vie, hein. C'est bien démontré. Hein. Donc pensons positif et on se sortira de ce truc-là. Mais soyons, c'est mon dernier message, soyons rigoureux dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un réflexe. Après avoir réussi le confinement, réussissons ensemble le déconfinement par le respect de ces mesures, respect de l'autre. Je pense que c'est fondamental, c'est le message principal qu'on peut passer. Alors on s'apprêtait à vous donner une information sur les fameuses couleurs de départements, savoir comment nos 2 départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, étaient considérés en termes de couleurs, rouge ou vert. Donc l'information ne nous est pas parvenue, en tout cas pas encore. On vous la donnera, enfin vous l'aurez directement dans quelques minutes sans doute. Merci Jean Sibilia, merci Robert Herrmann. Pour une première, je trouve que c'était bien. On a le temps de parler, hein. Docteur, professeur, pardon. Vous m'aviez dit. Docteur d'abord, on est toujours docteur, hein, c'est le plus important. Mais on n'a pas parlé de traitement, évidemment. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés, mais c'est le jeu on répond aux questions. Il y aura beaucoup de questions. Ils le seront dans le futur. Il y a encore au moins 4 sessions Facebook Live qui sont prévues dans les jours et les semaines qui viennent. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 6 mai à 18h, donc dans une semaine. Nous aurons le plaisir, alors là on parlera surtout de transport, et donc on sera amené forcément à parler de questions médicales liées à ça aussi. Nous aurons le plaisir d'accueillir Stéphanie Domanche, qui est directrice du TER Grand Est, les trains régionaux donc, et Jean-Philippe Lally, directeur général de la CTS. Évidemment, les transports publics vont être au premier rang des préoccupations. Merci d'avoir assisté à ce Facebook Live avec nous, j'espère que ça vous a plu. Faites-le savoir, hein, pour la prochaine fois, dialoguez sur les réseaux sociaux, partagez tout cela. Merci à tous d'avoir été présents avec nous et à une prochaine fois, donc le mercredi 6 mai prochain. Bonsoir.